C'est une histoire mondiale qui nous intéresse aujourd'hui, centrée sur la Méditerranée. Une histoire qui va nous conduire de la péninsule ibérique à l'Europe centrale jusqu'aux Balkans. L'Europe a une histoire liée à l'islam, tout comme l'islam a une histoire européenne. Emmanuelle Tixier-Duménil, bonjour. Bonjour. À quel moment peut-on parler de l'arrivée des musulmans, et j'utilise là la religion, sur des terres européennes? Mais vous allez me dire, déjà, il faut savoir ce que c'est que l'Europe. Oui, puis il faut savoir ce que c'est que la religion, ce qui n'est pas évident pour le Moyen-Âge. Alors, on pense souvent que ces premiers contacts ont lieu pendant les croisades. Or, ils sont bien antérieurs, puisqu'il y a conquête des armées islamiques, c'est-à-dire des armées du monde de l'islam. Mais on n'est pas plus renseigné que ça sur la religion d'un certain nombre de ces conquérants. Il est évident que certains parmi eux étaient des musulmans, mais pas forcément tous. En tout cas, les sources ne nous le disent pas. Et le monde de l'islam avec un I majuscule, c'est ce monde social, c'est cet empire islamique qui, à partir de 632, conquiert l'Égypte, la Syrie, l'empire perse, puis ensuite le Maghreb, et arrive en Espagne en 711. Et donc, c'est le premier contact avec l'Europe. Oui, c'est ça, parce que 711, c'est cette date que nous retenons en Andalousie. Voilà, nous avons alors des musulmans ou des arabes ou d'autres populations. Qui sont ces gens qui arrivent ? Alors, les sources sont postérieures. Elles sont pour l'essentiel des 9e et 10e et elles nous racontent l'arrivée de troupes islamiques, pas forcément arabes. Très souvent, il est fait mention des Berbères, avec cette capacité qu'a eu le monde islamique de faire un boule de neige et de amalgamer dans l'armée qui va conquérir les terres à venir les vaincus d'hier. Et donc, les Berbères qui ont été soumis très difficilement entre 670 et 710 font partie des contingents qui débarquent sur le sol de l'Hispania visigothique en 711. Avec un chef qui s'appelle Tariq ibn Ziyad et qui arrive sur un rocher, Djebel Tariq, Gibraltar, avec 7000 ou 12 000 berbères. Ça, c'est la première vague. Et l'année d'après, des contingents plus identifiés comme arabes débarquent dans la péninsule ibérique. Nous sommes surpris de la rapidité de toute cette histoire. La chronologie est très fine. 622, c'est l'Hégire. Nous sommes autour de la Mecque. Et là, nous sommes déjà en 711 avec des milliers d'hommes, des femmes sans doute aussi, parce qu'il y a un déplacement de population qui s'installe en Andalousie. Emmanuelle Tixier-Duménil, dans quel esprit sommes-nous quand on regarde les sources? Est-ce une idée de conquête ou, comme je viens de l'évoquer, un déplacement de population? Ce sont les deux, c'est-à-dire que il est évident que c'était pas du tourisme. Il est évident qu'il ne faut pas enlever du Moyen-Âge sa charge violente. Ce sont des conquêtes. Ce sont des conquêtes avec des installations, mais avec ensuite coexistence dans des sociétés pluriconfessionnelles. Oui, ce qui frappe effectivement, c'est la rapidité. L'Égypte, la Syrie tombent en quelques années. L'Empire perse aussi, l'Empire perse pluriséculaire. La seule terre qui résiste en partie, c'est l'Afrique du Nord, précisément à cause de la résistance des Berbères et d'une fameuse reine mythique, la Caïna, sur laquelle on sait à peu près rien. Mais l'Espagne tombe très vite. Alors, les chroniques arabes nous expliquent que c'est à cause de la faute du dernier roi, Rodrigue, du dernier roi wisigoth, qui a commis 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'il a violé la fille du comte Julien, et qui est le comte de Ceuta et Tanger, et qui, en mesure de représailles, fait passer les Berbères de l'autre côté du détroit. Et l'autre histoire, c'est qu'il y avait une maison fermée à Tolède, et que chaque souverain wisigoth remettait une serrure sur la porte de cette maison, et que Roderick, le dernier roi, qui évidemment est un usurpateur, sinon on ne pourrait pas concevoir son erreur, fait ouvrir la maison, fait sauter les verrous des coffres et découvre une étoffe dans laquelle est dessiné ou tissé plutôt un cavalier arabe, avec marqué en dessous: si tu as ouvert ce coffre, alors ceux-là arriveront sur toi et te démettront. Et donc c'est comme ça que les sources nous expliquent la conquête de l'Espagne. Donc ensuite, les historiens doivent ramer pour trouver une façon en tout cas cohérente de raconter cette histoire. Et là, l'archéologie est un grand secours pour essayer de comprendre un petit peu les modalités de cette conquête d'Al-Andalus. Voilà, donc ceux qui traversent ce détroit de Gibraltar rament autant que les historiens, les historiennes, et que nous apporte l'archéologie. Alors, par exemple, qu'on trouve plein de petites pièces de monnaie le long des voies romaines, et donc on peut suivre aussi un petit peu la progression de ces armées de conquête, dont on sait très bien qu'elles vont
dépasser les Pyrénées, puisqu'elles entament ensuite la conquête de la Septimanie et de l'Aquitaine. Et puis, selon la date canonique de l'histoire de France, enfin en tout cas de l'histoire des Francs et de l'histoire des Carolingiens, ces troupes islamiques, j'insiste, plus que des troupes arabes, sont arrêtées à Poitiers en 732. Elles vont, alors peut-être plus vraisemblablement autour de Tours, et il y a un certain nombre de batailles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une présence très nette de l'islam à Narbonne jusqu'en 759. Ouais, c'est long. Et ensuite un reflux de l'autre côté des Pyrénées. Emmanuel Tixier-du-Mesnil, vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez participé à cet atlas des mondes musulmans médiévaux publié aux éditions du CNRS à une direction de Sylvie Denoy et Hélène Renel. Dans cet atlas, c'est pratique, ils auraient adoré sans doute avoir déjà cet atlas au moment des déplacements parce que nous avons évoqué une conquête rapide, pour le dire très vite. Mais qui dit conquête rapide dit territoire à découvrir. Que connaît-on du monde islamique? Vous voyez, j'allais dire les Arabes, donc je me suis corrigé, de l'Europe. Imagine-t-on ce territoire? Là, en 711, à peu près rien, puisque les grandes œuvres de la géographie arabe, c'est à partir du 9e siècle, et plus justement du 10e siècle. Ce qu'on appelle les grands traités de géographie universelle qui sont rédigés à Bagdad, sur l'héritage, sur les fondations de l'héritage antique, de l'héritage grec et de l'héritage persan. C'est bien plus tard, c'est 9e et 10e siècle. Et là, on esquisse à peine l'image de l'Europe, qui d'ailleurs n'est jamais appelée l'Europe, C'est appelé comment? Il y a un nom qui est d'ailleurs donné. Très souvent, c'est la Grande Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que il s'agit à la fois du territoire des Francs, des Slaves et des Roums. Les Roums, c'est les Romains, mais c'est aussi les Byzantins. C'est une zone, encore une fois, sous la plume des géographes des 9e, 10e siècle, qui est beaucoup moins connue que l'Inde ou la Chine, beaucoup moins intéressante, beaucoup moins mystérieuse. C'est une périphérie du monde islamique, dans le 5e climat, et c'est considéré comme une terre sans grand intérêt, et progressivement ce portrait de l'Europe va s'affiner, les contours vont être esquissés, mais c'est une sorte de grand ensemble indistinct où émergent des villes comme Rome et Constantinople. C'est tout ce qui est à l'ouest de Constantinople. Donc c'est à la fois la chrétienté, puisque le terme d'Europe n'existe pas. C'est intéressant de voir que dans la chronique mozarabe de 754, qui est une chronique qui décrit l'arrivée des troupes islamiques en Espagne, il est question des Européens. Mais c'est une occurrence vraiment très archaïque qui fait référence à la géographie antique qui divisait le monde habité, l'oïkoumène, en 3 continents. Europe, Asie, Afrique, et c'est pas du tout la revendication d'une identité quelle qu'elle soit. Et dans cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'islam, le cours de l'histoire, l'islam en Europe, d'Al-Andalus à l'Empire ottoman, nous avons ces différents moments. Donc 8e siècle, l'arrivée de ce monde islamique en Espagne, et puis avec toutes les répercussions que cela peut avoir. Nous allons évoquer à un moment la Sicile, c'est certain. Nous allons évoquer, c'est sûr, l'Empire ottoman avec nous. Aujourd'hui, Benjamin Lelouch, bonjour. Bonjour. Nous évoquons là ce 8e, 9e, 10e siècle. Ils sont où vos Ottomans à ce moment-là? Alors, ils n'existent pas. Eh ben voilà. Ils n'existent pas. Parce que Ottoman vient du mot Osman. Et Osman Bey vivait en Bithynie, donc à l'ouest, au nord-ouest de l'Asie mineure, autour de 1300. Donc les Ottomans, c'était pas un terme ethnique, c'est un terme politique, c'est un terme dynastique. Un Ottoman, c'est quelqu'un qui est de la maison d'Osman, qui est de la lignée d'Osman, ou qui est client de cette maison. Et par extension, ça désigne progressivement les sujets de l'Empire. La constitution de 1876, qui est la seule constitution de l'histoire ottomane, dit que tous les habitants de l'Empire sont appelés ottomans. Mais le terme est purement politique. Donc, si vous voulez, avant la fondation de l'émirat et de l'État d'Osman, autour de 1300, il n'y avait pas d'ottomans. Emmanuel Tixier-du-Mesnil nous expliquait qu'au moment de cette conquête par les Arabes, donc que nous allons appeler cette avancée ou cette influence du monde islamique, il n'est pas tant que cela question de religion. L'islam n'est pas tout de suite mis en avant, même si nous parlons d'islamique. C'est plus une civilisation au sens de religion. Qu'en est-il pour l'Empire ottoman, Benjamin Lelouch? Parce que là aussi, dans votre présentation, vous n'avez pas évoqué la religion. Alors, pour la définition du terme ottoman, non. En revanche, les Ottomans mettent pied en Europe en 1354, où
peut-être, alors j'ai dit les Ottomans, mais peut-être serait-il plus juste de dire les Turcs, parce que, encore une fois, Ottoman est un terme politique, Turc est un terme ethnique, disons. Or, les Turcs qui ont mis le pied en Europe en 1354, qui ont conquis la Thrace et dans les années 1360, qui sont emparés d'Andrinople, n'agissaient pas tout à fait pour le compte de la dynastie. Et ce n'est qu'après, dans les années 1360, que la conquête a été récupérée par la dynastie. Bon. Donc, ces Turcs ont conquis l'Europe dans les années, à partir de 1354. La conquête est récupérée très rapidement par la dynastie ottomane qui poursuit la conquête au XVe et au XVIe siècle, mais enfin surtout au XVe siècle. Alors, quelles étaient les motivations et s'agissait-il de motivation religieuse? Sans doute oui, en partie. Le problème est que les sources sont tardives par rapport aux événements et que l'historiographie ottomane s'est développée surtout à partir de la fin du XVe siècle. Et elle présente les conquêtes du XIVe ou du début du XVe comme une œuvre de guerre sainte pour la gloire de Dieu. Il n'est pas du tout évident que ça faisait partie des motivations fondamentales des conquérants. Il y avait sans doute l'attrait du butin, de la grandeur politique aussi des souverains. Pour des jeunes gens qui venaient de différentes parties de l'Anatolie et pas seulement de l'émirat d'Osman, ils tentaient leur chance, se couvraient de gloire par cette conquête. Il y a une islamisation idéologique a posteriori de la conquête. Bon, alors il y a si vous voulez, même le mot raza, voilà, on peut se demander quel sens il avait. Est-ce qu'il était synonyme de djihad, de guerre sainte, ou bien est-ce qu'il avait un sens beaucoup plus large? Nous savons combien, dans l'histoire, la religion est systématiquement instrumentalisée pour justifier bien souvent des raisons politiques, surtout dans des sociétés qui sont baignées de religion. Emmanuel Tixier-du-Mesnil nous expliquait que 8e, 9e siècle, quand il y a ce déplacement de population, cette avancée du monde islamique, les cartes, c'est pas très bien précis tout ça. On ne sait pas trop où on va. Et puis peu à peu, il y a énormément de connaissances. Benjamin Lelouch, avec les Ottomans, j'allais dire avec vos Ottomans, c'est pas du tout la même chose. Nous sommes plus tard et déjà le monde qu'ils observent est bien connu. Il est mieux connu. Enfin, en particulier, les côtes sont connues. Il y a des portulans ottomans qui ont été tracés dès le début du XVIe siècle. Donc, les côtes sont bien connues. L'intérieur des terres l'est beaucoup moins. Ce monde n'est pas totalement connu. Alors, cela dit, il y a des informateurs sur place, il y a des renégats qui sont ce qu'on appelle les renégats, donc des convertis à l'islam, qui donnent des informations aux Ottomans. Mais donc la géographie de l'intérieur de la péninsule balkanique est certainement moins connue. Cela dit, il y a des axes. La Via Egnatia qui existait dans l'Antiquité, et donc qui traverse la péninsule balkanique d'est en ouest, c'est un axe qui est encore empruntable et qui est utilisé par les Ottomans. Oui, c'est un monde qui est observé, évidemment, puisque nous sommes dans des interfaces, des zones de contact, et dès lors, on veut toujours savoir qui est son voisin. Emmanuel Tixier-du-Mesnil, dans la volonté de connaître ce monde chrétien, de quoi bénéficient ceux qui arrivent, ceux qui s'installent en Espagne? Il y a des textes déjà? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a une volonté d'exploration? Toutes les sources dont nous disposons sur la péninsule ibérique, les premières en tout cas, datent du 9e et essentiellement du 10e siècle. C'est-à-dire que si on considère que l'arrivée en Al-Andalus, d'ailleurs c'est intéressant de voir que le territoire est immédiatement renommé. Il s'appelait auparavant l'Hispania, la province d'Afrique devient l'Ifriqiya, mais Al-Andalus est renommé. Et on ne connaît pas du tout, on a plein d'hypothèses. Les géographes arabes du Xe siècle disent que ça vient du nom des Vandales, ce qui est assez étonnant parce que les Vandales sont restés quand même très peu de temps en Espagne si on compare aux Visigoths. Pour d'autres linguistes, c'est un terme allemand qui voudrait dire les terres de l'Ouest, qui était bon. Toujours est-il donc en Al-Andalus, on a une arrivée effectivement en 711, une installation progressive de ce qu'on appelle l'émirat omeyyade de Cordoue. Et là, l'Espagne est tout de suite rattachée à une histoire très glorieuse initiée en Orient, qui est celle des Omeyyades.
qui est la grande dynastie califale. Donc ça intéressera toujours les chroniqueurs, y compris orientaux, ce qui se passera en Occident, dans l'Occident islamique. Je vous rappelle que Occident en arabe se dit Maghreb. Donc on est toujours à l'ouest ou à l'est de quelqu'un. Et donc cette histoire d'Al-Andalus ne sera jamais neutre parce que c'est le lieu où la glorieuse dynastie des Omeyyades renaît après avoir été chassée du trône califal en Orient 750 par les Abbassides. Donc les chroniqueurs accorderont toujours une importance très forte à Al-Andalus, qui est une sorte d'île arabe entre chrétienté et Maghreb, avec une identité arabe très forte grâce aux Omeyyades, mais c'est une histoire qui est racontée plusieurs siècles après. Oui, c'est toujours ce problème des sources et de l'interprétation de ces sources, une relecture bien souvent de l'histoire. Benjamin Lelouch. Oui, je voulais, j'écoutais ce que disait Emmanuel Tixier-Duménil et le fait que Al-Andalus a été renommé et je pensais donc pour l'Europe ottomane, le mot turc c'est Roumeli, c'est-à-dire le pays de Roum. Et ça me renvoie à le texte que vous avez lu au début à 9h06. Enfin, au début de l'émission. Voilà, ce texte de 1733, je crois, qui dit que les Turcs s'appellent Roum et en souvenir de Rome. Alors précisément, le mot Romania, qui est utilisé à partir du Bas Empire, désigne en grec l'Empire romain. Et les Turcs, là je dis bien les Turcs, pas les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs qui sont entrés en Anatolie après la bataille de Manzikert en 1071, les Turcs seldjoukides ont utilisé ce terme de Roum pour désigner certaines parties de l'Anatolie. Alors, dans l'usage ottoman, il y a une partie de l'Anatolie qui est le pays de Sivas et Tokat, qui est la province de Roum. Mais surtout, c'est la partie européenne de l'Empire qui va être désignée comme pays de Roum. Donc c'est ce vieux mot Romania, c'est ce vieux mot qui renvoie à Rome, qui est réutilisé par les Ottomans. Ça ne veut pas dire, je pense, comme on l'a dit parfois, que les Ottomans se considèrent comme les successeurs de l'Empire romain ou de l'Empire byzantin. Enfin, Byzance, c'est Rome, hein, c'est l'Empire des Romains. Bon, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'ils ont conscience d'habiter sur un territoire qui fut autrefois romain. Voilà. Et donc, ils utilisent ce terme. C'est très intéressant, là, ce que vous nous dites, Benjamin Lelouch, parce que nous savons que Byzance est la continuité de l'Empire romain, que les Turcs évoquent quand ils arrivent toujours ce terme de romain. Nous savons aussi, et vous nous l'avez dit, Emmanuel Tixier-Duménil, que Hispania est le nom. Les Visigoths installés là reprennent la tradition romaine. Il se passe une rupture cependant avec cette influence islamique, c'est qu'il y a vraiment la non-volonté de s'inscrire, ou même pas la conscience, dans une histoire plus ancienne. Il y a quelque chose de nouveau. Ces gens qui s'installent en Hispania, qui devient Al-Andalus, créent quelque chose de nouveau. Il crée très clairement quelque chose de nouveau d'un point de vue politique, et on a un dinar de 716, c'est-à-dire très peu de temps après la conquête, où il y a ce nom d'Al-Andalus. Et en même temps, dans les textes du Xe siècle, notamment la première véritable description géographique de l'Espagne par le géographe Al-Razi, il est question d'une histoire extrêmement prestigieuse parce que, disent-ils, Al-Andalus, c'est la terre des Césars. Il parle du César Adrien, il parle des différents Césars. Donc, il y a cette idée, mais très souvent dans les chroniques arabes, qu'on s'inscrit dans une histoire qui a été initiée il y a très longtemps, et que précisément, on n'est peut-être pas les héritiers, mais on est les continuateurs d'une histoire prestigieuse sur une terre prestigieuse. Eh bien justement, cette description de l'Espagne par Ahmad Al-Razi, nous l'écoutons. L'Espagne est pourvue de si nombreux avantages qu'ils ne sauraient être énumérés complètement. C'est pourquoi les anciens qui la peuplèrent les premiers l'estimèrent beaucoup pour les qualités qu'ils y découvrirent. Elle se distingue par ses nombreux fleuves et la quantité de ses ressources. Elle possède un climat très sain grâce à la qualité de son air. Il y a en Espagne de hautes montagnes, de grandes chaînes, de larges vallées et des forêts de grands rapports. On y trouve des étendues planes et de vastes campagnes qui produisent en grande quantité toutes sortes de fruits précoces ou tardifs. Tout ce dont on a besoin pour subsister se trouve dans ce pays. Tous ces avantages ont fait dire à certains que l'Espagne ressemble au paradis de Dieu.
Aucune terre au monde ne peut lui être comparée sous le rapport des avantages. Aucune ne l'égale pour la solidité de ses forteresses. C'est Vanda Bénez, dans le cours de l'histoire, qui lisait cet extrait de la description de l'Espagne dans les écrits d'Ahmad al-Razi. Nous sommes au Xe siècle. Emmanuel Tixier-Duménil, ce Xe siècle espagnol nous fascine encore aujourd'hui, mais ne serait-ce qu'à écouter cette archive-là. Il y a une vision du monde très particulière. Oui, alors ce qui est passionnant dans le texte d'Al-Razi, qui est écrit dans les années 930-940, c'est qu'il écrit à la cour des califes omeyyades de Cordoue. Et donc, il faut imaginer que jusqu'au début du Xe siècle, il y a un calife et qu'il est en Orient. À partir du début du Xe siècle, il y a 3 califats rivaux. Le califat historique, qui est le califat des Abbassides de Bagdad, un califat chiite qui est proclamé à Kairouan, qui va ensuite faire la conquête de l'Égypte et qui va fonder le Caire, et le califat omeyyade de Cordoue, qui est proclamé en 929, ce qui fait qu'ensuite, dans l'historiographie, ce temps du califat est perçu véritablement comme l'âge d'or. Et la monumentalisation de ce temps de gloire, de prospérité, de richesse, c'est la grande mosquée des Omeyyades de Cordoue. Et Al-Razi écrit à la cour du premier calife Abdelrahman III, et ce qui est passionnant dans ce discours, c'est qu'il fait d'Al-Andalus une sorte de réduction de l'ensemble du Dar al-Islam. C'est-à-dire que dans la géographie arabe antérieure, chacune des provinces se caractérise par la douceur de son climat, ou alors par l'abondance de ses eaux, par la variété de ses fruits, etc. Et lui fait d'Al-Andalus une sorte de réduction de la totalité du monde islamique, parce que dans les faits, son maître règne sur l'Espagne, mais il est calife. Il est calife, c'est ça qui est très intéressant, parce que dans la hiérarchie, pour utiliser un mot un peu, bon, ça va pas trop, mais enfin c'est pas grave, on comprend, il y a le calife qui est tout en haut, oui. En dessous, les émirs. Mais sauf que là, il y a plusieurs califes, il y a une rivalité. Et dès lors, pour le califat de Cordoue, s'attirer une gloire liée à la culture est aussi un moyen de se distinguer. Emmanuel Tixier-Duménil, vous avez participé à cet atlas des mondes musulmans médiévaux, et puis vous publiez aussi, alors ça c'est la question qui nous intéresse toujours, un savoir et pouvoir dans l'Al-Andalus au XIe siècle. Savoir et pouvoir, cette relation entre les deux, c'est ça aussi pour le califat de Cordoue, montrer son pouvoir par son savoir. Exactement. Et puis il y a une peur de la perte des racines arabes par le fait d'être quand même très à la périphérie du monde islamique, dans cet extrême Occident si lointain. Et les Omeyyades n'ont de cesse de proclamer leur arabité. Leurs palais sont nommés d'après ceux qu'ils possédaient à Damas. Il y a des poésies sur la nostalgie du palmier, etc. Et donc il y a très très clairement cette affirmation d'une identité orientale qui avait bien été montrée par Gabriel Martinez-Gros dans Idéologie omeyyade, où il montrait que les califes omeyyades présentaient l'Espagne comme une terre épousée par contrainte, le lieu de la rédemption, une sorte d'égir à partir de laquelle ils reviendraient ensuite en Orient. Évidemment, ils ne sont pas du tout revenus en Orient, mais l'Espagne a du coup cette identité arabe extrêmement forte. Cette identité arabe très forte et puis ce prestige absolument merveilleux qui fait que, à travers les siècles, voire les millénaires, eh bien, cette image est restée de ce temps particulier du califat de Cordoue. Sous cette dynastie omeyyade, une véritable harmonie entre les 3 cultures musulmanes, juives et chrétiennes favorise l'épanouissement de la région. L'agronomie se développe grâce aux techniques d'irrigation. Les bibliothèques se multiplient autant que les écoles de philosophie. La médecine fait également de grands progrès, car les ouvrages venus d'Orient sont traduits en latin à l'attention des chrétiens. On voit apparaître les premiers traités de chirurgie, les premières écoles de pharmacie. À la fin du Xe siècle, la bibliothèque califale de Cordoue compte près d'1 million d'ouvrages. Seul Bagdad, en Irak, peut encore rivaliser avec cette richesse intellectuelle de l'Andalousie. Nous étions en 1993 dans l'émission Géopolis sur France 2. Dites-nous, Emmanuel Tixier-Duménil, l'harmonie évoquée ici est peut-être à nuancer, à réfléchir. En revanche, la culture qui se concentre à Cordoue, en rivalité ou en complément d'ailleurs avec Bagdad, ça c'est sûr. Bon, mais par contre la nuance est à apporter à l'harmonie.
Alors, c'est très souvent le terme de tolérance qui est avancé pour qualifier la situation andalouse. Or, c'est vraiment un concept de la modernité. On a bien essayé en Europe de tuer tous les protestants, mais ça ne fonctionnait pas. Et donc, à un moment, on a décidé qu'il fallait cohabiter avec ces mauvais sujets religieux, mais qui devaient être des bons sujets politiques. Donc, le terme de la tolérance est un concept qui n'existe pas au Moyen-Âge. Généralement, l'autre est un chien d'infidèle. Mais on cohabite. Et donc, il faut faire très très attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de considérer que, au motif qu'il n'y avait pas de tolérance, parce que ce terme ne peut pas être appliqué à des situations médiévales, il n'y avait pas de coexistence. Bien sûr qu'il y a une coexistence. Et on oublie toujours un élément absolument essentiel dans l'histoire du monde islamique, c'est que les chrétiens, ils sont majoritaires à l'échelle de l'Empire, au moins jusqu'au XIe siècle. Les conquêtes islamiques ne sont pas des guerres de conversion. On a un exemple que je cite souvent parce que je le trouve très parlant, c'est un gouverneur de Basirac au 7e siècle, un gouverneur arabe qui interdit aux populations chrétiennes nestoriennes de se convertir à l'islam parce que sinon elles payent moins d'impôts. Donc n'oublions pas qu'on est dans une histoire politique, on est dans une histoire de domination économique, que le Moyen-Âge est extrêmement long et que la situation qui est celle des 12e, 13e siècles n'est pas du tout celle des 7e, 8e, 9e siècles. Et les califes de Cordoue, précisément parce que le califat est un pouvoir universel, s'enorgueillit aussi de la pluralité des populations. Donc nous avons une communauté juive qui est assez bien connue et dont l'un des chefs est le fameux Asda ibn Shaprout, qui est à la fois l'ambassadeur d'Abdelrahman III, le médecin, le conseiller, etc. Nous avons des chrétiens qu'on appelle les Mozarabes, et on est dans des temps aussi où les identités religieuses sont beaucoup plus mouvantes qu'on ne le pense. On a fouillé un petit cimetière près de Madrid du 9e siècle. Les gens sont tous enterrés comme des musulmans, mais avec une petite croix dans la main. Autant avoir... Au cas où, on sait jamais. Les hommes sont enterrés comme des musulmans, les femmes comme des chrétiennes. Donc, les frontières religieuses pour les premiers siècles du Moyen-Âge sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Et le Moyen-Âge dure très longtemps. Vous nous l'avez rappelé et c'est très important et ce qui nous permet de faire un saut dans le temps, mais juste en s'adressant à vous, Benjamin Lelouch, pour être au 15e, 16e siècle, dans ce monde ottoman. Nous avons évoqué la question alors de la tolérance. On a bien compris que le mot est anachronique, c'est pas comme ça qu'il faut le réfléchir. Dans ces territoires ottomans qui s'étendent sur ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe, ce continent européen, comment se passe la cohabitation entre les différentes confessions ? Mais je rejoins tout à fait le point de vue d'Emmanuel et les problématiques sont exactement les mêmes. Pourquoi ? Parce que la loi islamique, la charia, eh bien, je dirais que le statut des non-musulmans fait partie de la loi islamique. Et par conséquent, c'est une donnée fondamentale et qui traverse les siècles. La grande différence avec la tolérance, c'est que la tolérance, c'est le fait du prince, c'est le fait d'édits promulgués dans des situations données et de manière temporaire pour faire face à la pluralité des religions. La loi islamique régit donc le statut des non-musulmans, si bien que il y a en effet une situation de cohabitation, alors avec une inégalité symbolique, c'est-à-dire que le groupe dominant est le groupe musulman. La question de l'impôt aussi, c'est important. Alors, la question de l'impôt, les non-musulmans chrétiens et juifs sont assujettis au versement d'un impôt particulier, la capitation. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que toute la fiscalité est discriminatoire, c'est-à-dire que les droits de douane sont payés par les marchands, mais ils sont plus lourds quand il s'agit de marchands non-musulmans ottomans que de marchands musulmans ottomans. Juste dans cette relation qui nous intéresse, nous évoquons l'impôt, bien sûr, c'est très important. Sans être musulman, mais en territoire musulman, on paye un peu plus d'impôts. Qu'en est-il de l'armée ? Parce que quand les Ottomans dominent tout le sud-est de l'Europe, il y a des relations très complexes avec les populations. C'est l'occasion de renforcer son pouvoir militaire. Oui, alors les armées des conquérants sont majoritairement, très majoritairement des armées musulmanes. Cela dit, dès le début de l'histoire ottomane, dès l'époque d'Osman Bey au début du XIVe siècle, il y a quelques soldats qui ne sont pas musulmans, qui sont dans la bande d'Osman, etc. Et par la suite, les Ottomans ont attribué des concessions
fiscale à des seigneurs locaux, à charge pour ces derniers d'assurer le maintien de l'ordre en temps de paix et de venir à la guerre aux côtés du sultan en temps de guerre. L'historien turc Halil İnalcık a publié en 1953 le registre fiscal, le registre de recensement de ces concessions, le plus ancien qu'on connaissait à l'époque, qui est le registre de la province d'Arvanide. C'est au sud de l'Albanie actuelle et au nord de l'Épire grec pour 1431. Eh bien, on constate qu'un certain nombre de détenteurs de ces concessions fiscales, qui donc vont aux côtés de l'armée ottomane en temps de guerre, sont chrétiens. C'est une minorité, c'est sans doute la première génération, sans doute que leurs enfants se convertissent, ce qui est une façon d'entrer politiquement dans le système ottoman, mais le fait qu'il y a quelques chrétiens dans l'armée ottomane. Bon, alors d'autre part, il y a une institution qui est bien connue, qui est le Devshirme, le ramassage des garçons chrétiens dans les campagnes de l'Empire, pour en faire notamment des soldats et notamment des janissaires. Cela dit, je précise que ces garçons chrétiens sont convertis à l'islam. C'est un des très rares cas d'islamisation forcée que l'on a dans le monde ottoman. Oui, ce cas d'islamisation forcée, c'est vrai, est resté aussi dans les mémoires comme cet aspect sombre de la domination ottomane, mais une domination qui est liée à des conflits évidents, nous l'entendons bien. Tout à l'heure, nous avons évoqué 732, Charles Martel, Poitiers, qui arrête l'avancée de ce monde islamique, et nous retrouvons la même chose au XVIe siècle, mais de l'autre côté de l'Europe, autour de la Hongrie. Après plusieurs années de lutte et de rencontres sur le champ de bataille, le bey d'Espagne l'avait emporté sur son rival grâce à l'appui que lui avait prêté l'odieux chef des Hongrois maudits. Avec ce secours, il avait brisé sous les coups de son épée meurtrière l'armée du bey de France, avait envahi ses terres avec des torrents de cavalerie et s'était emparé de la plupart de ses villes et de ses places fortes. Là, le vaincu ayant consulté ses vizirs et ses conseillers, tous avaient été convaincus que le seul parti à prendre était de s'adresser à la cour du sultan asile du monde. Il fallait avoir recours à ce prince, comme les atomes qui recherchent l'éclat du soleil, et l'on trouverait dans le feu de sa protection et les rayons de son assistance le pouvoir de tirer vengeance d'un ennemi perfide. Nous étions au XVIe siècle avec Vanda Bénès dans le cours de l'histoire qui lisait cet extrait des Chroniques de la Maison d'Haussmann. Alors, quelle est cette lecture très particulière? Moi, j'adore le bey d'Espagne, le bey de France. Oui. Parce que, il y a des beys partout. Oui, c'est un texte tout à fait exceptionnel. Bon, tout le monde a compris que le bey de France, c'est François Ier, que le bey d'Espagne, c'est Charles d'Espagne ou Charles Quint, la défaite Charles Quint depuis 1519 et la défaite du bey de France face au bey d'Espagne, c'est le désastre de Pavie de 1525. Alors c'est un texte tout à fait exceptionnel. C'était un texte écrit par Kemal Pachazadeh, qui est non seulement chroniqueur mais qui est aussi un ouléma, un docteur de la loi, qui est aussi le mufti du sultan, Soliman le Magnifique, qui donc était certainement très bien informé parce qu'il gravitait à la cour ottomane. C'est un texte qui explique, et c'est tout à fait exceptionnel, parce que nous avons, je pense que c'est un problème général en histoire, nous avons finalement assez peu de textes sur les buts de guerre. Assez peu de textes qui nous exposent les buts de guerre. Et les buts de guerre, c'est toujours de l'ordre de l'interprétation des historiens. Là, c'est un texte qui nous explique pourquoi les Ottomans envahissent la Hongrie en 1526. Et l'explication que donne ce texte, qui est tout à fait étonnante, mais ce texte doit être pris au sérieux, c'est que François Ier, après le désastre de Pavie et la captivité à Madrid, a demandé à Soliman le Magnifique d'intervenir contre la Hongrie. Alors, il est vrai que pendant la captivité d'Espagne, François Ier a envoyé un ambassadeur à Istanbul et que Louise de Savoie, qui était régente du royaume au même moment, a également envoyé un ambassadeur à Istanbul. Alors,
d'où vient cette histoire? Elle est quand même très très étrange. Je voudrais rappeler que les Jagiellons, c'est-à-dire la dynastie qui est au pouvoir, enfin non seulement en Pologne, mais aussi à Bude et à Prague, les Jagiellons de Bude et de Prague avaient contracté des mariages croisés avec les Habsbourg. De Charles Quint, quoi. Oui, et Ferdinand, absolument. Donc, si vous voulez, l'interprétation que je donnerai de ce texte, c'est que peut-être que les Ottomans ont été inquiets de la suprématie politique prise par Charles Quint en Europe, non seulement occidentale, mais centrale, et que c'est à ce moment-là qu'ils attaquent la Hongrie, qui est alliée par alliance patrimoniale avec les Habsbourg. Peut-être qu'ils jugent à ce moment-là nécessaire de freiner la constitution d'une trop grande puissance. Bon, cela dit, les guerres entre Ottomans et Hongrois, il y en a déjà de nombreuses au XVe siècle, et c'est un vieil objectif des Ottomans que de s'emparer de la Hongrie. Et en 1521, Soliman le Magnifique, donc indépendamment de ce contexte de désastre de Pavie, en 1521, Soliman le Magnifique s'est emparé de Belgrade, qui était hongroise, Nandorf et Hervar, c'est le nom hongrois de Belgrade, et la prise de Belgrade ouvrait la route de Buda. Dans cette longue histoire qui nous intéresse de l'islam en Europe, d'Al-Andalouse à l'Empire ottoman, je note malgré tout des divisions évidentes entre ces deux histoires. Dans ce que vous nous racontez avec l'Empire ottoman, eh bien, deux puissances se regardent et se comprennent sans doute, peuvent échanger pourquoi pas, et peuvent s'allier. Ce qui n'était pas le cas dans les premiers temps. On sent que peu à peu, il y a dans ce monde islamique la constitution d'une puissance vue d'Europe comme plus en plus reconnue, parce que dans les premiers temps, mais ça va très vite, Emmanuel Tixier-Duménil, on l'a dit, dans un premier temps, il y a la méconnaissance, et il serait impensable cette alliance d'un roi de France avec ce monde islamique. Tout est toujours possible en histoire de réel politique. On sait très bien que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, on a des ambassades d'Haroun al-Rachid, le calife abbasside, auprès de Charlemagne. Et les Omeyyades d'Espagne, eux, contractent des alliances avec les Byzantins. Donc, si la réelle politique domine tout le temps, ce qui est intéressant, c'est de voir précisément et d'estimer cela en termes de puissance. C'est-à-dire que l'empire islamique, comme tous les empires, se pense tout à fait comme central. Et l'empire carolingien est un empire, je suis désolée pour les historiens de l'Occident latin et de la période carolingienne, mais c'est un empire un peu croupion si on compare à l'empire byzantin ou à l'empire islamique. Je rappelle que l'empire islamique, c'est de l'Indus aux Pyrénées. Bagdad, c'est peut-être 750 000 habitants au 9e siècle. Cordoue, c'est 250 000 habitants au 10e siècle, quand Paris est un monstre urbain à 200 000 habitants au 13e siècle. Donc la puissance, c'est ça qui dicte les relations. Et le grand historien Ibn Khaldoun explique... Il écrit au XIVe siècle qu'au Xe siècle, les chrétiens en Méditerranée ne pouvaient pas faire flotter une planche de bois sans demander l'aval des musulmans. C'est-à-dire qu'il y avait une présence quand même sur presque toutes les rives de la Méditerranée, puisqu'il y avait une présence au Fraxinetum, c'est-à-dire dans le golfe de Saint-Tropez actuel avec un émirat, un petit émirat musulman. Ils étaient présents en Sicile, ils étaient présents aussi en Italie avec le petit émirat de Bari, évidemment sur les côtes sud de la Méditerranée. Donc il y a des puissances qui sont pas du tout équivalentes. Alors on a longtemps considéré que la division en trois califats du Xe siècle était un amoindrissement du monde islamique. Encore une fois islamique, parce qu'il y a une majorité de chrétiens dans ce monde-là, mais les princes sont musulmans. Et aujourd'hui, on considère que c'est au contraire une démultiplication des structures impériales et une puissance accrue au Xe siècle. C'est ce jeu d'échelle qui est passionnant dans cette histoire-là, parce que, notamment dans l'Atlas des mondes musulmans médiévaux auquel vous avez collaboré, Emmanuel Tixier-Duménil, il y a ce monde gigantesque. Et puis, le local. Vous avez cité plusieurs fouilles archéologiques. Alors là, on est dans l'ultra-local. Et puis, il y a la ville, il y a la province, il y a chacun de ces califats. C'est un jeu extrêmement complexe, mais où tout est lié. En début d'émission, j'évoquais une histoire mondiale pour utiliser un terme un peu contemporain. Donc c'est un monde à relativiser peut-être, ce n'est pas la planète entière. Mais tout est en échange constant. Malgré tout, je note une chose,
ce qu'il manque, ce sont les alliances matrimoniales. Alors là, est-ce que vous me corrigez? Échanges culturels, les ambassades, les contacts, le commerce évidemment, c'est peut-être les alliances matrimoniales entre ces deux mondes qui manquent. Au tout début de l'histoire ottomane, il y a quelques exemples d'alliances matrimoniales avec les Byzantins. J'ai pas les noms et les dates en tête, mais il y a quelques exemples et ça disparaît très vite. Très rapidement, d'ailleurs, il y a des pratiques d'alliances matrimoniales, alors avec des souverains musulmans, mais qui là également disparaissent au début du XVIe siècle. Quand les Ottomans sont incontestablement en position de suprématie politique, ça n'a plus grand intérêt en réalité, et c'est même dangereux de conclure une alliance matrimoniale. Je crois que c'est ça la vraie raison. Emmanuelle Tixier-Duménil. En Al-Andalus et notamment au 9e, 10e siècle, il y a plein d'alliances matrimoniales. D'une part parce que la religion de la femme importe peu. Souvent, on fait un traité de paix et puis le roi de Navarre donne une fille. C'est le cas notamment d'Al-Mansour, celui qu'on appelle Almanzor dans les chroniques chrétiennes, la terreur de l'an 1000, dont l'une des femmes est chrétienne et l'un de ses fils sera le fils de cette chrétienne. On l'appellera Sanchuelo, le petit Sanch. Et on a un épisode assez rigolo qui se passe à la cour de Cordoue au Xe siècle, où la grand-mère du roi de Castille, il est trop gros, il peut pas monter à cheval et il est remplacé par un de ses cousins, l'amène à Cordoue pour qu'il vienne suivre un régime, justement avec Hasdai ibn Shaprut, et elle est aussi la tante d'Abdelrahman III. Hein. Donc si des alliances il y a sur quand même un théâtre qui est assez restreint, qui est celui de la péninsule. Mais là aussi on voit les évolutions entre le Xe siècle, des choses qui seraient impensables au XIVe siècle, au XIIIe siècle, évidemment à la période qu'étudie Benjamin. Emmanuelle Tixier-Duménil, votre période, si nous parlons d'Al-Andalouse, est datée de manière facile. Nous avons 711 pour le début, 1492 pour la fin. Mais en vérité, nous savons que ces dates ne reflètent pas ces influences qui durent beaucoup plus longtemps. Il y a le cas de la Sicile, notamment, qui est passionnante. Hein. Là, nous sommes dans une interface absolue au cœur de la Méditerranée. Ah, on est au cœur de la Méditerranée, au cœur du monde. C'est la Sicile. D'ailleurs, quand on se promène en Sicile, on voit toutes ces influences architecturales, artistiques, absolument magnifiques. Et alors, la Sicile est avec Al-Andalus la seule terre que l'islam ait perdue au Moyen-Âge. Et donc, alors, elle est perdue bien avant, puisque c'est la conquête normande des années 1060 qui la font non pas rentrer dans le giron européen, puisque notre sujet, c'est quand même l'Europe, en tout cas de la chrétienté latine, puisqu'elle était grecque auparavant. Donc elle retourne pas entre les mains de la chrétienté latine. Elle y entre à ce moment-là. Et on voit qu'on est là au cœur des influences entre l'Empire byzantin, entre ces Normands qui sont des mercenaires et qui, à ce moment-là, au XIe siècle, conquièrent une partie du monde. On est la fin de ce qu'on appelle l'âge viking, mais c'est aussi le duc de Normandie qui conquiert l'Angleterre en 1066, les Normands de Sicile avec les frères Hauteville qui arrivent et qui se taillent des principautés dans le sud de l'Italie et en Sicile, et qui vont, ça c'est absolument passionnant sur l'histoire de la Sicile, épouser, en tout cas adopter des modes de gouvernement impériaux. Et les modèles, ce sont l'Empire islamique et l'Empire byzantin. On sait que Roger II a son harem, on sait que Idrissi, le grand géographe, écrit à sa cour en arabe, etc. C'est très beau, tous ces échanges, parce que ça nous permet de comprendre cette très longue histoire. Et pour vous, Benjamin Lelouch, avec ce monde ottoman, alors bon, c'est vrai que nous avons la date de 1453 pour la prise de Constantinople, qui est un moment, bon voilà, mais c'est un moment de référence. Quant à la fin, il y a, alors bien sûr, il y a la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman qui s'écroule, mais l'influence est toujours là. C'est une très 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 longue histoire. C'est une histoire exceptionnellement longue, c'est une histoire de 6 siècles, qui n'a pas de point de départ, qui a une date finale, qui est la déposition du dernier sultan en 1922, mais qui n'a pas de point de départ. C'est-à-dire que il y a un moment où on voit Osman Bey, puisqu'il portait pas le titre de sultan mais le titre de Bey, l'ancêtre éponyme de la dynastie, apparaître dans les sources autour de 1300, mais il n'y a pas d'événement fondateur ou de date fondatrice. Et si l'on prend l'ensemble de la période et en regardant les extensions maximales, nous parlons d'atlas, nous parlons de cartes, c'est vrai que toute une partie de l'Europe vit très longtemps dans un monde islamique. C'est le cas jusqu'aux Pyrénées et même au-delà.
avec l'influence qui s'étend en Narbonnaise. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que résumer, par exemple, l'histoire d'Al-Andalus, ou même d'une partie de la Méditerranée, un affrontement entre islam et chrétienté, n'a pas de sens. À l'échelle d'Al-Andalus, Benjamin évoquait tout à l'heure les chrétiens dans des armées ottomanes. Al-Mansour, qui va dévaster Saint-Jacques de Compostelle à la fin du Xe siècle, la moitié de son armée est constituée de comtes chrétiens. Donc c'est une lecture paresseuse de l'histoire de penser que c'est simplement le heurt et les heurts entre islam et chrétienté. C'est bien plus compliqué. Mais il y a un autre travers aussi qui consisterait à faire pour ces périodes impériales une histoire ethnique. Alors les Espagnols seraient chrétiens, les gens qui viendraient du Maghreb pour envahir, non, c'est les mêmes populations qui passent à l'islam, au christianisme, qui se mélangent, etc. Donc l'histoire strictement religieuse est une impasse, l'histoire ethnique en est également une. On est dans des structures impériales. Benjamin Lelouch, vous avez déjà insisté sur cette idée que dans ce monde ottoman, c'est plus politique et ça ne veut rien dire du côté ethnique. Il y a des Turcs éventuellement. Tout à fait. C'est une vision européenne, c'est-à-dire que en Europe, on parle de Turquie. Enfin déjà dès le Moyen Âge, de Turquia, on va désigner le sultan ottoman comme le grand Turc. Alors les Ottomans le savent. Ils savent que les Européens les désignent comme tels. D'ailleurs, parfois ils s'en amusent. On a des textes ottomans où les chrétiens prennent la parole, et dans ces textes ottomans, eh bien, sur les lèvres des chrétiens, on place le mot turc, c'est une forme d'exotisme ou une recherche de la couleur locale, mais les Ottomans ne se définissent pas comme turcs. Et là aussi, si nous regardons les influences sur les limites du continent européen telles que nous les avons aujourd'hui, de ce monde ottoman, nous rendons compte qu'une grande partie de l'Europe a une histoire commune. En fait, c'est une histoire de va-et-vient. Donc la Hongrie a été ottomane progressivement après 1526. Même une partie le nord-ouest de l'Ukraine a été ottoman. Enfin, en 1672, les Ottomans sont emparés de la forteresse de Kamieniec-Podolski. Donc c'était territoire polonais. C'est au nord de la frontière moldave. C'est à 200 km au sud-est de Lviv. Et il y a une partie donc de l'Ukraine actuelle, qui était polonaise à l'époque, qui a été ottomane de 1672 à 1699. Et ce n'est donc pas une histoire que de religion, que d'ethnie et que de conflits. C'est une histoire avec des échanges, une histoire qui n'est ni la leur ni la nôtre, qui est simplement notre histoire à tous. Merci vivement Benjamin Lelouch. Vous êtes maître de conférence à l'université à Paris 8. Les Ottomans en Égypte, historiens et conquérants au XVIe siècle, votre ouvrage. Et puis merci Emmanuel Tixier-Duménil. Et je rappelle cet atlas des mondes musulmans médiévaux auquel vous avez participé, et Savoir et pouvoir en Al-Andalouse au XIe siècle. C'est au Seuil. Merci à tous les deux.